Denis Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président au conseil départemental du Doubs et président du SMICS, Doubs Très Haut Débit. Et merci d'être avec nous sur le plateau de Moderne IT, le carré VIP du groupe Altitude, et d'avoir répondu à l'invitation d'Altitude Infra. Le SMICS, c'est quelle ampleur, combien de prises, on en est où? Racontez-nous un peu l'histoire de ce syndicat que vous présidez. Alors bonjour et merci pour l'invitation, bien sûr. Le SMICS, alors nous sommes dans le Doubs, hein, on couvre toute la zone RIP du département du Doubs, sauf une partie de l'agglomération de Besançon, une partie de l'agglomération de Montbéliard et la ville de Pontarlier qui est en zone AMI. Et cette aventure a commencé, bon, on le disait à l'instant, en se présentant au nouveau directeur général, que ça fait 10 ans qu'on travaille avec Altitude sur le RIP du Doubs. Et cette aventure, effectivement, commence en 2014 et on a terminé puisqu'on a fêté, finalement, en 10 ans, parce qu'on arrivait comme ça, mais avec le Covid, mais en 8 ans, on a fibré le département du Doubs, la zone RIP. Voilà. C'était 120 000 prises, c'est plutôt 130, 135. C'est 220 millions de financement partagés entre le département, les comités de communes, les subventions régions, du FSN et un petit peu d'endettement. Et c'est une aventure le déploiement de la fibre, qui n'est pas encore totalement terminé, mais qui est à plus de 98-99%. Est-ce que vous avez vécu ce glissement sémantique qu'on a pu voir il y a 4 ou 5 ans, où finalement le 100% très haut débit est devenu un 100% fibre, et ce qui expliquerait ce différentiel de 15 000 prises supplémentaires? Bien sûr, parce que le département en plus je vis vraiment dans la zone frontalière, est très dynamique. Le département du Doubs est un département presque les plus jeunes et les plus dynamiques des 8 départements de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, chemin faisant, des entreprises s'installent, des particuliers s'installent, des lotissements s'ouvrent, des copropriétés. Et donc, il faut effectivement, en 10 ans, il y a effectivement un nombre de prises supplémentaires qui n'ont pas été initialement comptées, mais qu'il a fallu effectivement prendre en charge. Et ça montre le dynamisme d'un territoire, un territoire en même temps industriel, avec des secteurs autour de Montbéliard, autour de Besançon, mais aussi très ruraux, puisque proche de la Suisse, avec des plateaux et aussi des complexités que beaucoup ont eues, des raccordements relativement longs, onéreux. Mais on a plutôt été, je vais le dire franchement, choqués quand la Cour des comptes avait dit la fibre pour tout un chacun au fin fond des territoires, on n'est pas sûr. Ben si, nous, c'était l'ambition qu'on avait dès le départ. On l'a maintenue avec notre délégataire Altitude. Et on se fait fort, parce que c'est aussi un élément que je porte au département en tant que vice-président, de solidarité territoriale. Hein, il n'y a pas que les grandes entreprises, il y a aussi un petit agriculteur qui est à 5-6 km sur un hameau. Et les usages, on va en parler tout à l'heure, sont tellement importants pour tous que voilà, on a quasi terminé ce réseau. Ce qui est peut-être relativement intéressant, mais je pense qu'on y reviendra quand on va parler des commissionnements du cuivre. Parlons-en tout de suite, en l'occurrence, parce que vous parlez des personnes âgées, il y en a un certain nombre qui ont des téléalarmes, etc. Des choses. Ce n'est pas les premières à venir signer le bon de commande pour un abonnement fibre, on est bien d'accord. Le taux de pénétration, d'ailleurs, on en parlera. Mais aujourd'hui, comment vous voyez arriver justement cette espèce de ciseau entre déploiement et connexion réelle, hein, c'est-à-dire raccordement des particuliers et extinction du cuivre avec un coup près à 2030? Alors, on peut voir ça sous 2 ans. Moi, je vois plutôt ça comme une chance. Finalement, on a amené de la fibre sur un territoire. Tout un chacun en a besoin. Et même, effectivement, la personne qui peut être plus âgée, qui ne voit pas immédiatement le service qu'on peut lui apporter, mais qui va vite, dont la famille va vite se rendre compte qu'elle en aura besoin. Donc finalement, le décommissionnement, ça génère une accélération du déploiement sur les territoires. Tant mieux, parce qu'il faut aussi considérer que le réseau cuivre, il est quand même largement vieillissant, avec des infrastructures, on sort d'une table ronde là, à l'instant qui montre que des infrastructures, elles sont plus tellement entretenues. Et sur laquelle il y a la fibre aussi. Puis l'énergivore. Qui est énergivore. Il a eu plein de qualités, maintenant il a plein de défauts. C'est ça. Donc c'est bien, tournons la page et on prend note qu'Orange s'est lancé sur ça. On aurait presque même imaginé qu'il allait aller jusqu'à la cession de son réseau et à le fait de le confier à ceux qui sont sur place, puisqu'on
on en fait effectivement une idée en disant que si vous souhaitez ne pas conserver ces réseaux, nous on est dedans, on est dessus, on aimerait en conserver, alors, à défaut de la propriété, à minima l'entretien, puisqu'il va falloir s'organiser, ça a été dit ce matin, quand il y aura des soucis de GC ou de poteaux, et qu'on aura un interlocuteur qui s'appelle Encore Orange, et dans lesquels il aura plus, lui, d'infrastructures télécom, on est un peu inquiet. Voilà. On est inquiet déjà maintenant sur l'entretien. Donc on peut être inquiet quand effectivement il n'y aura plus d'infra Orange sur ces réseaux. Donc on se propose même d'aller jusqu'à la... je crois que David Elfassi l'a dit ce matin, à être le sous-traitant effectivement de l'OC qui décommissionne. Ben, nous aussi, puisqu'on a des marchés de travaux sur notre territoire, marché de vie du réseau, et donc on peut faire plein de choses parce que on saura peut-être mieux ce qu'on fait par nous-mêmes. Voilà, donc pour moi c'est une chance. Alors ça ne veut pas dire que ça va être facile. Nous on anticipe, on a fait déjà des réunions très importantes pour l'appétence à la fibre sur les territoires. Ensuite on en fait effectivement par la présence aussi des opérateurs qui stimulent le marché. Et on a refait une troisième tournée, si je puis dire, en disant aux élus, attention, alors lot par lot, hein, on n'était pas concerné par le lot 1, ça nous laissait un petit peu plus de temps, mais on prépare le lot 2 de manière vraiment intensive, en disant attention, ne nous laissons pas surprendre par cette aventure, parce qu'il va falloir, alors voilà, ligne par ligne, rue par rue, hameau par hameau, apporter la fibre, et ça a été dit ce matin, il faut bien sûr anticiper, et faire en sorte qu'on arrive à démontrer que même pour quelqu'un qui potentiellement n'en imagine pas le besoin, on arrive à lui dire ce que ça va apporter derrière. Donc voilà, c'est en cours, on le fait avec nos équipes, on le fait avec les équipes d'altitude. Il faut s'y préparer. Le lot 2, c'est quand même très très proche. Et puis après, il y aura une montée. C'est quelle échéance, le lot 2 C'est 26. Hein. Oui, c'est 2026, c'est ça. Oui. Et est-ce que vous arrivez à mobiliser les maires du Doubs autour de ça, parce que le porte-à-porte, il n'y a qu'eux qui peuvent le faire. Oui, alors... Il y a une instance dans chaque préfecture de décommissionnement, comme il y en a une avec le New Deal. Voilà. On n'attend pas sur celle-là parce que l'État, comment dire, il voit pas le danger, quoi. Enfin, il voit pas le mur effectivement pas de déploiement, enfin déploiement dans certains secteurs, en zone amie par exemple. Oui. Je parlais de Besançon, on m'a fait un peu le reproche d'avoir dit que la zone initiale de Besançon était couverte, hein, l'hypercentre de Besançon est couvert à 11%. Donc, il ne faut pas parler de décommissionnement sur ce secteur-là. On peut en parler de les secteurs, effectivement, plus prioritaires, zone RIP. Mais après, je pense qu'il faut qu'on avance sur ces questions sagement, mais sûrement, quoi. Alors, au bout de ces réseaux, des usages, des améliorations, potentiellement, des territoires. On l'a dit, c'est un petit peu... ce qui revient sur ces universités, les territoires connectés et durables, intelligents et durables. Enfin, il y a toujours durable quand même. Hein. C'est quelque chose que vous avez commencé à regarder, que vous allez enclencher en termes d'accompagnement de vos collectivités membres. Alors, on a commencé, ça fait à peu près un an, à travailler sur une étude, effectivement, avec une AMO, le cabinet Onyx, qui nous a accompagnés pour cette transition-là. Il y en a plein d'autres. Celle-là est intéressante parce que, bon, c'est pas le fait d'occuper nos équipes, elles ont encore largement, mais de pas attendre finalement la fin du déploiement total pour commencer par embrayer sur ces usages. Et on a fait cette étude, elle a été restituée cet été. On y a embarqué bien sûr le département, le syndicat mixte, les grandes agglomérations qui, elles, ont déjà travaillé un certain nombre d'usages sur leur territoire. Et puis bien sûr toute la zone rurale, commune, PCI, les syndicats d'eau, les syndicats d'électricité, le SDIS, les agences de territoire hein, qui font le secrétariat des communes, voilà, pour agréger tout le monde, ouais. et pouvoir dire, voilà, faisons un diagnostic, priorisons ensuite. Et à l'issue de ce travail de priorisation, il y a 2 thèmes qui sont sortis. Alors, il y en a plein d'autres, hein, du SIG partagé, des choses comme ça, mais principalement le thème de l'eau. Oui, vous avez souffert de sécheresse ou de stress hydrique dans le Doubs en particulier ou non? Plutôt sécheresse, on n'est pas tellement... voilà, plutôt sécheresse, quelques années, enfin ces 2-3 dernières années, avec d'ailleurs même des réseaux de résineux qui souffrent énormément. D'accord. Qui sont d'ailleurs une partie de la ressource bois des communes. Hein. Oui, donc il y a une sensibilité particulière à cette chaîne-là. Voilà. Donc on a priorisé ça et on leur propose, hein, bien sûr, peut-être d'avoir une autre palette, mais en tout cas de commencer voilà, sur ces 2 thèmes-là, l'eau et tout ce qui est énergie, le travail effectivement du chauffage, de l'air, de l'eau, la pollution sur les équipements publics du territoire. Donc on en est là.
Et on se propose, chacun va un petit peu délibérer dans son coin. Et sur l'année 2025, ça va être l'année de l'étude radio sur tout le territoire. Et on va rester, je pense, dans notre rôle. Le syndicat va porter, lui, l'infra, certainement une infra LoRa à dispatcher sur le territoire. Laissant libre cours peut-être à ceux qui sont plus en avance, à savoir les agglomérations, de se lancer sur des usages spécifiques. Alors, je sais que notamment PMA l'a fait sur les déchets. Ils ont pucé... en gros, toutes leurs, il y a toutes les poubelles. Toutes les poubelles, et du coup le camion qui ramasse, il sait qu'il doit passer là ou pas là. En fonction du taux de remplissage, on a déjà un gros usage effectivement sur ça. Est-ce qu'il est intéressant de le ventiler finalement sur les autres? Pourquoi pas? Voilà. Donc l'année 2025. Puis elle n'est pas inintéressante parce que c'est une année préélective. Il ne faut pas oublier ça. En mars 26, il y aura des changements. Maire, agglomération, tous les syndicats dans la foulée. Donc c'est une année où on peut, nous, au syndicat mixte, avec nos équipes, constituer le réseau LoRa et puis commencer par travailler la mutualisation peut-être sur les usages, mais en leur laissant le soin un peu de choisir. Et puis il faudra se pencher quand même sur le modèle économique qui n'est pas énormément arrêté non plus sur les territoires. Voilà. Il n'y en a pas. C'est même simple, il n'y en a pas. Donc il y a ce travail-là, mais pas en temps masqué, mais on va attaquer en tout cas pour être prêt. Et quand les équipes seront là en 26, elles pourront choisir une palette. On aura fait, ça j'y tiens, des expérimentations. Par exemple, choisir un collège sur un territoire, peut-être anticiper le réseau LoRa sur un territoire, et puis dire au département, par exemple, tiens, là on va mettre, comme on l'a vu dans l'une des belles communes du département de la Loire, un réseau de capteurs sur tout le département, sur tout le collège, pièce par pièce, couloir par couloir, gymnase et tout, pour voilà. Et vu il faut attendre un petit peu peut-être du recul, du retour, mais quand on attend des 30 à 40% de réduction de coût d'énergie, dans la période dans laquelle on est, c'est pas l'épaisseur du trait. C'est pas rien. Voilà. Ouais. Donc je pense qu'on n'aura pas trop de peine à convaincre, mais ça fait rien. Il faut quand même y aller sûrement et avec l'ambition, que le syndicat mixte qui a légitimité finalement à le faire parce qu'il a déployé la fibre partout. Et il enchaîne maintenant en disant, même si c'est un autre réseau, on est encore à votre disposition cette fois-ci pour aider finalement les communes dans leur développement. Question plus personnelle, vous avez la fibre chez vous ? Bien sûr que oui. Vous êtes en zone rurale ou en zone très très rurale, un village de 135 habitants qui s'appelle Grand Combe des Bois pour ne pas le citer. Et c'est un village qui a été fibré intégralement. On est en train de terminer quelques petits écarts. On est à quelques... Je regarde ma directrice technique juste devant, qui sera terminée à 100% dans quelques semaines. Il était déjà à 98 et quelques... Voilà, bien sûr. Autre question plus prospective dans les technologies qu'on voit émerger. On parle beaucoup des intelligences artificielles génératives. Vous venez de parler des objets connectés. Quelles sont les technologies ou les innovations qui vous semblent devoir être regardées avec intérêt pour être mises au service des collectivités ? Il y en a tellement que je pense aussi. Alors, je réponds pas totalement à la question, mais il y a la question de la conservation de cette donnée aussi, quoi. Les data centers, il faut aussi qu'on ait peut-être des options souveraines sur les territoires. C'est en train de se développer. Et puis après, il y a tellement d'applications. Alors après, nous, on va lancer un réseau. L'idée, c'est qu'on morde quand même pas sur le portage finalement des usages, qu'on va laisser quand même aux interlocuteurs, voire aux entreprises, parce qu'il faut aussi pouvoir finalement remplir ce réseau aussi et puis de faire travailler avec le monde économique. Je sais qu'ils le font dans la Loire, donc il reste à trouver aussi le modèle, comment les entreprises peuvent aussi peut-être nous rejoindre dans un réseau qui est public. Alors là, il y a des questions, il y a du juridique, il y a de l'administratif, donc on va aussi se questionner sur ces questions-là, mais on est en plein effectivement dans ça, dans la facilitation des parcours sur les transports, sur des routes connectées déjà. On est en zone de montagne, donc on peut avoir du travail sur un certain nombre de capteurs, de gel. Enfin, c'est tellement vaste. Il va falloir prioriser. Il va falloir pas partir un peu à volo comme ça, mais trouver finalement des thèmes forts et ensuite s'y tenir et ensuite compléter. Merci beaucoup Denis Leroux. Je rappelle que vous êtes le président du SMIX très haut débit du département du Doubs et vice-président du conseil départemental. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à très bientôt. Merci à vous.